Alors bonsoir à tous, c'est le véritable bonsoir et bienvenue pour cette 316e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance d'avoir une invitée exceptionnelle, c'est Sue Rainsford pour son roman Jour de sang qui sortira le 17 mai prochain aux éditions Aux Forges de Vulcain et qui est traduit par Francis Guèvremont, qu'on avait déjà reçu à l'occasion de certains livres de Luc Reinhardt, décédé depuis. On rappelle que Jour de sang est paru en 2021 outre-Manche. Et j'aimerais déjà débuter par David pour que tu nous racontes d'entrée de jeu qui est Sue Rainford, comment as-tu découvert cette autrice qui déjà est dans son deuxième roman, après Jusque dans la Terre, que tu publies. Comment as-tu découvert cette autrice et comment tu la qualifierais, notamment dans le style, dans le genre dans lequel elle écrit, ce qui est très difficile à concrétiser et à cerner. On a l'impression qu'elle a une étendue, un panel total de genres littéraires. Okay, so welcome to the 316th issue of our ongoing segment on literature. Today we will be talking with Sue Rainsford. A new novel will be out on the 17th of May. The novel is translated by Francis Guèvremont, who was a guest. Francis Guèvremont is the translator of the late Luc Reinhardt. Sue's novel came out in 2021 in Ireland. My first question will be directed to David. David, can you tell us how you found out about Sue and how would you describe her work? She seems to have a very wide range of talents. Eh bien, donc je vais répondre. Tout d'abord, merci à tous et à toutes. Je suis désolé, je suis pas un très très bon interprète, mais je ferai de mon mieux. J'ai un accent anglais qui est terrible et je me rends compte que je dois après m'auto-traduire à sous. Voilà, je vais essayer de. Ça va être vraiment la gymnastique intellectuelle. Ne soyez pas cruels. Si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser l'espace chat. Voilà. Alors, Sous, c'est particulier, c'est unique dans l'histoire des forges. C'est que un jour, quelqu'un sur Twitter m'a tagué en disant, ça, les forges, c'est pour vous. Et il s'avère que je ne connaissais pas du tout cette personne. Et je n'ai pas répondu tout de suite parce que je me suis dit, c'est encore quelqu'un qui est complètement égaré ou qui s'est trompé, qui a voulu taguer quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à regarder tout ce que cette personne lisait. Et je me suis rendu compte qu'on avait des goûts assez communs qui allaient de choses qui sont très littéraires à des choses qui sont très pop culture. Euh, et, et en fait, je me suis aussi rendu compte que c'est quelqu'un qui était un homme blanc de strictement le même âge que moi, qui a potentiellement fait les mêmes études que moi. Donc, c'était en fait pas très étonnant. Et je me suis dit, bon, il a l'air d'avoir un bon goût. Donc, j'ai commandé le premier roman de Sue, Jusque dans la Terre, que j'ai adoré. Et donc, j'ai fait une offre sur les deux premiers romans. Parce que je voulais, comme vous le savez, quand les Forges publient un auteur, on essaye de le publier pour toute son œuvre. Et voilà. Alors, qualifier sous, c'est un peu difficile parce que c'est très littéraire et ça va chercher aussi vers d'autres sources, c'est-à-dire que il y a une réflexion. Alors, les deux romans sont quand même assez différents, mais il y a quand même des points communs, donc je vais pointer des points communs. Il y a quelque chose d'un peu horrifique, d'un peu folk horror, d'un peu body horror, de très lyrique. Moi, je pense on sent que c'est une autrice qui n'est pas américaine, mais qui connaît la littérature américaine, mais qui a peut-être d'autres référents culturels en plus. C'est quelque chose qui, moi, m'intéressait beaucoup parce que j'aimerais que les Forges fassent plus de littérature étrangère, mais peut-être moins de littérature américaine, parce qu'on en a fait beaucoup déjà. Euh, Et voilà, je trouve ça très, très, très beau, très mystérieux toujours. Généralement, je trouve qu'elle retombe toujours très bien sur ses pattes, mais voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup. C'est très dur à traduire parce que c'est une écriture assez poétique et je tiens à dire que Francis s'en est remarquablement sorti.
Et je suis désolé, maintenant je vais m'auto-traduire. Sorry, Sue, I have to self-translate myself now. It will be the last time, I think. And so it will be a shorter version. It's oh, I found about your work. It's on Twitter. Well, now it's X. Someone tagged Aux Forges de Vulcain. I didn't know the person, and I felt at first that it was probably a crazy person. And then I looked at what he was reading, and I found out that we had similar tastes. That means things that are very literary and some things that are very pop culture rich. And so I bought the book. I bought the novel. I read the novel. Follow Me to Ground. Loved the novel. Bought Redder Days. Loved Redder Days. And bought the translation rights for the two novels. And how can I describe your work? I would say that your work is very Forgesque. That means that it's both literary and it borrows from other things like horror, body horror, folk horror, and it's quite literary, quite poetic. The two novels are quite different, but I try to pinpoint what the two novels have in common. And they're quite difficult to translate because you are quite literary. And so I have to say that Francis did a terrific job on the translation. Alors, je ne sais pas si Sue veut intervenir ou pas, mais je vais peut-être rebondir sur le fait que Sue est une critique d'art. Et ça, c'est plutôt rare en littérature. Et j'aimerais qu'elle nous parle de ces deux pôles, de cette critique d'art et de la littérature. On a l'impression, quand elle écrit, qu'elle dépeint des tableaux, qu'elle dépeint une nature, qu'elle dépeint un environnement, un univers si singulier. Est-ce que c'est le fait d'avoir été critique d'art qui permet d'être si précise dans les descriptions dans ces deux romans? Okay, so I am translating. I will stop to say that I'm translating. Sue, you are also an art critic, and when we read you, we feel like your experience and your work as an art critic has informed the way you describe things and the way you show the word to us. So can you elaborate on this? How does your work as an art critic shape the way you write fiction? How do you write fiction? Okay. Hello, everybody. Thank you so much for having me. Real pleasure to be looking at your faces and your little blank screens as well. So yeah, I started, I suppose, I did my background in like my BA, my undergraduate degree at Trinity, that was history of art. And then I studied visual arts at an MA level. So I didn't study literature formally until I did an MFA at Bennington College it's like 2016. So all of my academy training, if you like, or all of my specialty training was in the visual arts and specifically site-specific new media installations. So installations are artworks that only last for a particular amount of time, that are in a particular location and whose manifestation is dependent on that location. And they're using media, non-traditional media, so maybe like sound. Sound would be probably a primary example. So really, for me, what I got very used to as an art writer is coming into every space with a blank slate and trying from a sensory level, not necessarily from an ideological or a critical or a socio-political level, but coming into every space without any with as few preconceptions as possible, and thinking about what a particular artwork was doing to my senses and how it was bearing down on me as an individual. So I think that is something that I've picked up at a scene level in fiction. David, is that too much? Do you want me to repeat anything? Mm-hmm.
Yeah, so I'd say that kind of comes first, and then everything else, that I'm a woman, that I'm Irish, everything, anything else will come secondary to that initial experience. Bonsoir, merci à tous et à toutes d'être là. C'est un plaisir de voir vos visages et puis aussi de voir les écrans pour ceux qui ont laissé un écran. Et je suis content de parler avec vous. En fait, initialement, mes études ne sont pas des études en littérature. J'ai fait des études en histoire de l'art. J'ai fait d'abord ma licence à Trinity College à Dublin, puis un master en art visuel. Et ce n'est qu'en 2016 que j'ai fait un master en écriture créative, et c'est à ce moment-là donc j'ai vraiment commencé à m'intéresser davantage à la littérature comme pratique. Et en fait, il faut voir que vraiment c'est la première chose pour moi. Je suis d'abord formé à la critique d'art, alors plus spécifiquement aux arts plastiques et encore plus spécifiquement aux installations éphémères, c'est-à-dire à toutes ces œuvres qui sont installées dans un lieu et qui sont spécifiques à ce lieu, pensées pour ce lieu et qui souvent sont éphémères. Par exemple, un matériau que je trouve très intéressant et qui figure bien ce que j'aime, c'est le sable. Le sable, c'est éphémère, ça peut disparaître. Ce que l'influence que ça a sur moi en tant qu'écrivaine et romancière, c'est que j'essaye toujours, quand j'expérimente ces œuvres d'art, de rentrer dans un lieu en essayant d'avoir un esprit qui est ouvert, un esprit vide, comme une feuille blanche, de manière à vraiment effacer toutes les préconceptions, tous les préjugés que je pourrais avoir, et donc être ouverte d'un point de vue sensible et sensoriel à ce que je vais recevoir dans le lieu. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Effectivement, je suis une femme, je suis irlandaise, mais ça, c'est secondaire. Ce qui est vraiment premier, c'est mon expérience du monde en tant que critique d'art. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de cette genèse d'Anna et d'Adam, puisqu'apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ces aventures ont débuté à Bennington College. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux personnages? Comment sont-ils nés? Puisqu'ils sont les deux héros de ce roman-là, même si on va parler évidemment des autres personnages, mais ces deux héros, on a l'impression qu'ils sont là depuis très longtemps en vous. Est-ce qu'ils ont germé depuis longtemps? Est-ce qu'ils sont apparus telle une fulgurance, comme c'était le cas peut-être pour Jusque dans la Terre pour le premier roman, où vous aviez vu une scène particulière et vous ne saviez apparemment pas quoi en faire, et vous avez décidé d'écrire sur cette scène. Est-ce qu'il y a eu une même scène, ou en tout cas, comment vous avez pu créer ces deux personnages-là? Que sont Anna et Adam, qui sont jumeaux et qui se relaient jour et nuit dans ce lieu éloigné dont on parlera après. Um, I would like to know how you came up with Ada and Adam. They seem to come from Bennington College. They are the two heroes, main characters of your novel. One has the feeling that they've been there for quite a long time, but did they take a long time to appear in your mind, or did they pop up like a scene? Like once you say that "Follow Me to Ground" was born out of one specific scene. Is it a scene or is it something else? So these two characters who are twins, and we're going to elaborate after that about the place where they are, but I want to know more about the twins. Okay, yeah. So, like you say, Follow Me to Ground there was this initial scene, and that sort of emerged in my mind, and all of the concerns that I'd been grappling with for quite some time eventually came to flood that scene and become a book. With Anna and Adam, I was working on the book. I worked on the book probably for about 5 or 6 years. Um, at first, I was sort of thinking about, Ireland is a very Catholic heavy country, and we're very saturated in all of that ideology. So at first I started thinking about, God, imagine all of this end of days rhetoric that was sort of, really
drilled into us at school. Imagine if all of that were true and if it were to come to pass, how would that look in the contemporary world, not in the biblical world, which is, which is expired, but in the contemporary world. So that was sort of one thing. It was more of a thought experiment for myself. The second thing then was that I myself was a twin, but my twin didn't survive. He passed in utero. And I didn't know about his existence until I was like 21, 22. And I started having these dreams about a boy who had my face. And he would throw an orb of light to me, and I would catch the orb of light and throw it back to him. And I told my mother I was having these dreams, and she said, I've been waiting for the moment to tell you that you were a twin, but your twin didn't survive. So that was the idea, what might I have picked up in the womb, and what happens when you're exposed to loss or loneliness at that early level and that early stage. And what does it mean to be almost, to be haunted by loneliness, if you like. So that was sort of where the idea for this particular type of a twin relationship, where that came from. Then the third thing, sorry, David, do you want me to forward? No, that's okay. The third thing, then, I'm very interested in bodies that are othered, and their experience, how they experience their otherness, how otherness is put onto them. So I'm very interested in bodies particularly that are perceived as sickly or feminine, the birthing body, and bodies that typically make a stain or leave a trace of themselves behind. So those were the three things that took quite a long time to fuse into something that's hopefully cogent as a book. Okay. So, pardon. Oui, bien sûr, Jusque dans la terre, Follow Me to Ground en anglais, est venu d'une sorte de scène primordiale qui m'a complètement débordé, hein, et qui est devenu un roman. Mais dans le cas de Jour de sang, c'est un peu différent. J'ai travaillé 6 ans dessus. Et en fait, si je devais dire d'où viennent mes héros, Ada et Adam, je dirais que ça vient de trois choses. Tout d'abord, vous savez peut-être, mais l'Irlande est un pays qui est très catholique, et ça m'intéressait de ruminer un peu cette rhétorique fin du monde qu'on trouve en Irlande, en me demandant et si tout ça était vrai, pas nécessairement au sens biblique, mais dans un sens plus littéral, en fait, vraiment dans notre monde. Donc, c'est une sorte d'expérience de pensée, mais vraiment beaucoup plus concrète. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que en fait, à l'âge de 20, 21 ans, j'ai commencé à faire des cauchemars et dans ces cauchemars, il y avait un garçon qui me ressemblait beaucoup, mais c'était un garçon et il m'obsédait et j'ai fini par en parler à ma mère et à cette occasion, ma mère m'a avoué en fait, j'avais un jumeau mais qui était décédé in utero. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est une sorte de reste de cette cohabitation dans le ventre de notre mère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est resté dans mon esprit de ça, d'une sorte de solitude très particulière, qui est la solitude quand on avait un jumeau ou une jumelle et on a été séparés définitivement. Donc d'une certaine façon, le deuxième aspect qui m'a guidé dans l'écriture, cette hantise de la solitude. Enfin, la troisième chose, c'est peut-être lié mon travail de critique d'art, c'est que je suis très intéressé par les corps qui sont différents, les corps qui sont autres, donc les corps malades, le corps féminin enceint, les corps qui laissent des traces liquides ou toutes sortes de traces. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup travaillé. Donc j'espère que ces trois choses qui ont l'air très disparates, finissent par faire quelque chose de cohérent.
de cohérent. Et vous dites à la fin dans les remerciements qu'au début, il y avait beaucoup d'amas de textes, des fragments de textes et des choses qui étaient difficiles à rassembler pour en faire un livre. Comment s'est passée l'écriture du livre en elle-même? On sent qu'il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup de personnages. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages en réalité, mais il y a beaucoup de tissus narratifs, il y a beaucoup euh, de narration finalement. Et surtout, il y a beaucoup de strates de lecture. On a l'impression que parfois, on ne saisit pas forcément du premier coup, et puis tout de suite après, évidemment, on comprend le sens du tissu narratif, mais j'aimerais que vous nous expliquiez véritablement ce travail d'écriture qui a dû vous prendre beaucoup de temps. Vous avez dit 6 ans, c'est quand même assez gigantesque et monumental, surtout aujourd'hui où les livres se publient de plus en plus rapidement, malheureusement, je dirais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un véritable travail d'écriture, un travail de réflexion autour de ce que vous vouliez en dire. Jour de sang, c'est un roman qui est très particulier, très singulier, très... alors, je sais, je crois savoir que vous aimez beaucoup les films d'horreur. Et donc, pour le coup, évidemment, on sent le côté horrifique, mais on sent aussi le côté fantastique, le côté réalisme magique. J'ai beaucoup pensé à Borges en vous le disant. On pense à différentes sources d'influence, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez construit votre récit. So everything is very cogent, coherent, and but I wonder, how did you write this novel? Because you once said that this novel is made out of fragments, of many, many fragments. And when we read your novel, we see several layers. We see a lot of stories of a kind of a texture with several layers. And if I'm not wrong, you say that you took 6 years to write this story. Um, your novel is very singular, very specific. I know that you're a horror film buff. Your novel is quite horrific. There is some kind of magic realism to it, and I couldn't help myself but thinking of Borges when I read you. But I want to know, how did you write this novel? I cannot tell you. It was just so heinous. The editing of this novel was so brutal. And I just made it so incredibly difficult for myself. It was similar to Follow Me to Ground, in that I got to a certain stage of just pure frustration. And generally, I've written 4 novels now, 2 that I'm working on, 2 unpublished that I'm working on simultaneously. And I always come to a stage of huge frustration where I go into the manuscript and I start to hack away and the novel becomes much shorter. So I'm always sort of writing towards the knowledge that I will hack away and sort of decimate a huge portion of it. But I have to work to that watershed moment. I can't afford it. So with Redder Days, the issue was that I had insisted on all of these narrative voices, that Cohn's narrative voice would be in a textual form, because I didn't want him to have any power of speech in the present moment. And also that there were these separate timelines. So it took me an incredibly long time. And I was working on this book, I worked with an editor, Fiona Murphy, who used to work at Penguin Random House. When I worked on Follow Me and my novel Since, I didn't work with an editor at all, but I had the wisdom of Fiona while I was working on Redder Days. But yeah, the issue was to give the reader enough information that they felt intrigued, and that they felt just grounded enough that they wanted to read on. But I also wanted to create a somewhat realistic experience of coming across a document like this one, a document that pertains to
to a future, to a strange near future, if you know what I mean. So I wanted it to be I wanted it to be readable, but I didn't want to give it all up at once because I felt that that would be a disservice to the conceit of the book. So the short answer is it was just awful. It was awful. The edit, it was so many rewrites. And I used to cut the manuscript up and sellotape bits of pages together and get my partner to read it to see if it made sense. It was, yeah. Alors, ce fut une écriture douloureuse, brutale, difficile. D'une certaine façon, dans tous mes romans, j'atteins toujours un point d'extrême frustration. En fait, j'ai écrit 4 romans, j'en ai publié 2. Et là, je suis en train d'écrire 2 romans en parallèle. Et il y a toujours ce moment d'extrême frustration où j'ai écrit des pages et des pages et des pages, ça part dans différents sens, et où je dois tout couper d'une manière vraiment très très violente et très très énergique. Dans Red Hot Days, Jour de sang en français, il y avait cette difficulté parce qu'il y a à la fois plusieurs voies narratives et il y a aussi des temporalités différentes et des récits différents. Donc tout ça, ça rendait les choses un peu compliquées. Il faut voir que j'ai eu l'aide d'une éditrice sur ce texte. J'en avais pas eu sur Follow Me to Ground, mais mon éditrice Fiona m'a vraiment bien aidé. Ce qui nous était apparu, c'est qu'à la fois, il faut effectivement donner des informations à la lectrice, au lecteur, mais il faut aussi les laisser un peu intrigués pour que ils s'attachent, ils s'accrochent au texte d'une certaine façon. Donc c'est surtout que le texte a une dimension d'expérience un peu réaliste. Ça se passe dans un futur peut-être proche. Donc en fait, voilà, je voulais être dans quelque chose qui était lisible, mais pas trop simple, trop... Voilà, je voulais que ça reste quelque chose d'un peu étoffé. Donc, bah, la réponse la plus courte à votre question sur l'écriture, c'est que ce fut horrible comme écriture. J'ai écrit, réécrit, coupé, voilà. J'ai souvent demandé à mon compagnon de relire pour savoir si ça faisait sens ce que je faisais, mais voilà, la version courte, c'est que ça a été horrible. Et j'ai cru comprendre que votre compagnon a relu toutes les versions possibles et inimaginables. Il est quasiment un autre éditeur finalement pour vous. Euh, et j'aimerais, David va retraduire après, mais j'aimerais que vous nous parliez aussi des lieux, parce que les lieux ont une importance grande dans votre œuvre, en tout cas pour les 2 romans qu'on a pu lire, qu'on a eu la chance de lire. Puisque là aussi, c'est une commune abandonnée, alors isolée, là aussi, comme dans le premier, où il y avait aussi ce lieu isolé. Est-ce que finalement le monde ne peut pas, le monde au sens strict, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes, d'individus, est-ce que c'est aussi une sorte de défi de pouvoir écrire un tel roman dans un univers où il y a un petit peu plus de monde que les lieux isolés qui sont souvent communs dans les romans horrifiques, les romans, les polars, les thrillers et autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie finalement d'aller plutôt que des lieux isolés? Ou au contraire, le lieu isolé est le lieu idéal pour pouvoir écrire ce genre de roman? J'ai cru comprendre qu'on vous avait d'ailleurs prêté une maison dans une forêt pour vous immerger totalement. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette expérience. Uh, okay, so that's one remark and 2 questions. uh, so first, your companion read all the rewrites and all the versions of the text, and if I so that was only the remark. You will be able to comment on this. But my question is about places. Your story takes place in a kind of abandoned commune in a remote place, an isolated place, a little bit like in your first novel.
And so you write about these lonely places, and we are not living in lonely places. So do you feel like lonely places are the perfect fit with horror and gothic stories? And are you drawn to them? And also, that's my second question. I've read that you were given a house in a forest in the woods to stay and write. Can you tell us more about this adventure? Yeah. So I'll answer the last question first because it's a short answer. And I was awarded a MacDowell Fellowship in New Hampshire in the States, and they very generously give their writers actual little houses in the New Hampshire in these woodlands to work. So I was working on Redder Days as part of this. It's like a residency. And they bring you your lunch in a little basket and leave it on the porch. It's incredible. So it was a very, very beautiful, formative time. And I would look out the window and see deer grazing and see a hawk sitting in the tree. And it was the middle of winter, and I saw a coyote that I thought was a wolf, but it was a coyote. Anyway, that's MacDowell was the cabin, the little house in the woods. Then to talk about place, I'd say I've always been very interested in atmosphere. So rather than a specific landscape or a specific location, I'm always very interested in atmosphere. So that's kind of where I start when I'm trying to imagine a place for my novels. The Follow Me to Ground, Justin Leterre, was set very much in the landscape of West Cork, which is the southernmost part of Ireland. And then Redder Days, I had been thinking about this idea of an abandoned commune for a very long time. And then I was researching online and I came across this place called Centralia in the States. So I had I had a huge amount of the book written before I came across a very kind of quite a roughly made YouTube video about this location called Centralia, where it was a community that had been living atop a coal mine, and the coal mine caught fire. So there was this fire burning under the people, and the fire still burns today. And the government was so desperate for everybody to go, and they took away the postcode from the area. Living there would be sitting out in the morning and seeing that their neighbors had left, that they'd taken the payout from the government, and there would be a red X on their houses to signify that they had left. So that sort of then rippled backwards into the text of what I had already worked on for Redder Days. And then this idea of loneliness and isolation being suited to the Gothic. Yes, I really agree, because I'm really fascinated by what can take place in communities where there's very little footfall, very little traffic, what beliefs can take hold, what practices, what rituals can take hold within a group of people who are left undisturbed for a very long time. Bien. Alors, je vais d'abord répondre à votre deuxième question, qui était la question sur cette petite maison dans la forêt. En fait, j'ai eu à une époque
une fellowship dans le New Hampshire. Et cette fellowship vous donne vraiment la possibilité de vivre dans une petite maison. C'est une vraie résidence d'écriture où vous êtes dans une petite maison dans les bois et ils vous apportent vos paniers repas qu'ils laissent sur le porche. C'était assez merveilleux et très, très formateur comme expérience. C'était très beau aussi. J'ai vu des daims, des faucons. Un jour, j'étais tout excité à l'idée d'avoir vu un loup, mais on m'a dit que c'était un coyote en fait. Donc, je suis voilà, donc effectivement, ça m'a aidé parce que je travaillais sur Jour de sang à ce moment-là. Après, vous parlez de lieu, alors effectivement, c'est important pour moi, mais je préfère parler d'atmosphère parce que je suis très, très sensible aux atmosphères et donc pas un peu moins au paysage ou au lieu à proprement parler, mais plutôt aux atmosphères. Euh, Jusque dans la Terre, mon premier roman, le roman se passait, enfin, semble se passer à West Cork, dans le sud-ouest de l'Irlande. Pour Raider Day, c'est un peu différent. C'est que ça se passe, comme vous l'avez dit, dans une commune qui a été abandonnée. J'avais déjà bien travaillé le texte, et c'est en fait en cherchant en ligne que je suis tombé sur cette ville de Centralia qui, voilà, donc j'ai dû, en cours d'écriture, je suis tombé sur cette vidéo YouTube qui décrit un peu ce lieu, qui est une ancienne mine de charbon, où il y a eu un incident et un feu qui brûle toujours dans cette mine. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis reparti un peu en arrière pour construire mon roman. Et là, petite note de bas de page de David, j'ai eu une interruption de faisceau. Donc, je dois avoir 30 secondes qui me manquent. Je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un problème de Non, nous connexion ou... aussi. Nous Ah, aussi. vous aussi, d'accord. Bon, alors je lui demanderai à l'occasion. Voilà. Mais bon, pour répondre à votre question aussi sur la solitude et le gothique, en fait, c'est sûr que solitude et gothique, c'est l'idéal pour ce type de roman. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ces communes, c'est ce qui se passe quand on arrive dans un lieu où il y a une présence humaine, mais il y a moins de trafic, moins de gens qui marchent, moins de gens qui passent. Quelles sont les pratiques qui se mettent en place? Quels sont les rituels aussi qui se mettent en place? Et comment finalement d'autres personnes apparaissent, d'autres personnes changent? Il y a une question de Valérie dans le chat qui est très juste. En effet, elle demande pourquoi Riddle Days a été traduit par jour de sang et non pas en ayant conservé la couleur rouge qui revient en plus constamment dans le roman, qui est vraiment le mot clé clairement du roman. C'est une question pour toi, évidemment, David. Est-ce que Sue a aussi comment dire, est intervenu aussi pour ce titre-là ou pas, pour le traduire du mieux possible. On sait que c'est pas forcément évident de retraduire des titres étrangers, mais comment s'est passée cette traduction? So this is a question for David about the title. It's a question that comes from the chat where someone asked how come we picked the title, the French title Jour de Sang, which does not contain the word red, when red is so important in the novel. So David, it's up to you. And also, I wanted to know if Sue had a say in the way the novel was translated or the title of the novel was translated. I'm going to answer this, and after that, Sue, I will give you an opportunity to elaborate. Effectivement, le Raider Days, ça pourrait se traduire par des jours plus rouges. On a beaucoup réfléchi avec Francis Guèvremont sur comment traduire ce titre. Des jours plus rouges, on trouvait pas ça terrible en fait. C'est vrai que choisir jour de sang, c'est un peu délicat parce que le sang est rouge, mais la totalité du rouge n'est pas compris dans le sang. Voilà, je pense que c'était une manière pour nous de faire passer quelque chose de la dureté
du roman dans le titre, parce qu'on se disait que d'une certaine façon, le son red, c'est un mot qui est plus dur que rouge, en fait, en français. Rouge fait moins peur que red ne fait peur en anglais. Donc, on s'est dit que c'était une sorte d'adaptation. Et voilà. On n'a pas consulté Sue, et c'est vrai qu'on aurait pu la consulter. C'est vrai que d'un point de vue strictement, je ne sais pas, juridique, contractuel, c'est nous qui décidons les titres. Enfin, c'est l'éditeur cible qui décide. Mais c'est vrai qu'on aurait pu la consulter. C'est simplement qu'assez vite, on a trouvé que Jour de sang, ça sonnait bien, que ça donne une temporalité, qu'on garde la temporalité de. Voilà, on a traduit la moitié du titre et l'autre moitié, on l'a évoqué. Voilà, c'est ça. Donc non, on n'a pas consulté Sue, mais je me note parce que pour un autre roman d'un autre auteur à l'automne, on a un doute sur le titre. Donc je pense qu'on va lui écrire, surtout que c'est dans une langue qu'on connaît pas bien, donc qu'on comprend pas bien. Donc voilà. And now I am going to translate. So, Jour de sang means days of blood, sounds good in French, does not sound that well in English. and, uh, and so we kept the day part of the original title, but we could not come up with a way to keep the two parts of the original title. And so we had to make a choice. And we felt like, when I say we, it's Francis Guevremont and myself, we felt like sang, blood was a way to hint at the fact that the novel was somehow very visceral. So it's not a complete betrayal of the novel, but it is a reinvention of the novel, and we did not ask for your advice. We usually don't ask for advice on the title, which is bizarre, come to think of it, because it's the most important part of the novel. We sometimes, when we do have question on about the inside of the novel, about the text, we do write to the original writers when we have doubts, but we didn't write to you about the title. Next time we shall do that. And I mentioned the fact that this fall we are publishing a novel from a language we do not know very well. Well, we don't know at all anything about this language, and so we have doubts about the title, which is a wordplay in Lithuanian, and a wordplay that cannot be translated into French. So the French title will have no link with the original title at all. Sue, do you care to comment? I'm very, very happy with the title. And I think, I like the Days of Blood. Again, it just doesn't have the same ring to it in English, but I'm very happy that it still carries that viscerality, and that you get a sense from the title that there is a sense of time elapsing, and that it's grounded in the body. So those to me are very, very important aspects of the book. So I'm very happy that they've endured. And again, yeah, it's just not an industry standard really to have much back and forth about the titles or really the translations. I mean, my French would not be good enough to be picking faults with Francis's gorgeous, gorgeous work. He did get in touch with me about one word, the word cure, for Follow Me to Ground. So I'm really looking forward to seeing all the different words for red in the French translation. But no, in short, I'm very happy with the title, and it's just been such a glowing experience yet again to work with you, to work with Forge. Merci. Je suis très contente de ce titre français. En fait, ce qui était important pour moi, c'est que ce titre, en fait, il y a trois aspects. C'est que il rend la viscéralité du texte, il rend aussi la notion de temporalité qui est importante. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis le côté corporel, en fait, du récit. Mais c'est vrai que
c'est pas une pratique professionnelle répandue d'avoir ce type d'échange sur la traduction. De toute façon, mon français n'est pas à un niveau où je pourrais contribuer de manière étendue au texte. Francis m'avait écrit lors de la traduction de Jusque dans la Terre parce qu'il y avait un mot qui lui échappait, qui lui semblait étrange, mais en fait, on n'a pas vraiment ce type d'échange. Je suis très très contente du travail des Forges et bah, merci. Eh bien voilà, c'est dit. Dès le début du roman, et on va rentrer un peu dans le vif du sujet aussi, vous mettez en avant l'impuissance des hommes devant tout ce qui peut se produire d'insurmontable, que ce soit un virus, une maladie ou toute autre situation improbable. Est-ce que c'est pour vous... En fait, ma question étant, quelle est l'intention derrière? Est-ce que vos romans sont une métaphore de nos sociétés? Est-ce que c'est pour, au contraire aller ailleurs dans un imaginaire que vous ne maîtrisez pas et qui est incertain, pourquoi vous écrivez finalement sous? Pour quelle raison vous écrivez? Um, okay, at the beginning of your novel, men seem powerless. Well, men or people. French is not very precise about this distinction. So, powerless in front of a virus or in front of things that seem quite improbable. And I wonder what is your intention? What is your design? What are you looking for? Are you looking for something that is uh, subconscious in our societies that belongs to the subconscious of society? Well, basically, my question is, what are you aiming at or aiming for when you write? Um, with Redder Days in particular, this idea of powerlessness, I was really interested in writing a book in which forgiveness was not an option, was not a narrative option. So to write a book where people had acted with, a degree of atrocity towards one another, and and forgiveness wasn't coming, redemption wasn't coming, salvation wasn't coming, and forgiveness certainly wasn't coming. So what it means to what it means to sit, what options are left for a human in the world, and for a literary text, what narrative options are left after that. And then more broadly, pertaining to Redder Days and my work as a whole, I'm very interested in taboo. What is made taboo, what becomes taboo, what do we accept in society as sort of taboo, even at a basic conversational level. And that often comes up for me in different iterations of the female body, as as it moves through time, and different sort of corporeal or biological stages. Obviously it's not specific to the body in Redder Days, but yeah, taboo. Ok. Alors, avec Jour de sang, effectivement, cette notion d'impuissance, c'était un peu mon point de départ. Mon idée, c'était vraiment d'écrire sur un monde où le pardon était quelque chose qui n'était pas une option. Dans un monde où, en fait, les personnes ont commis des atrocités et que notre horizon, ce n'est pas la rédemption, c'est pas le pardon. Tout ça, c'est impossible. On peut se demander qu'est-ce qui reste, quelles sont les options narratives qui restent. Et en fait, je me demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Alors, c'est vrai que un de mes sujets, peut-être plus dans tous mes romans, mais peut-être un peu moins dans celui-là, c'est le corps humain, ce qu'on fait au corps humain, ce que lui fait. Et, et voilà. Il y a eu de nouveau une toute petite rupture de faisceau sur une phrase qui m'a un peu gêné.
C'est pas grave. Mais c'est aussi, en effet, le corps humain, mais c'est aussi, surtout peut-être, le respect de la terre. J'ai l'impression que, alors, le premier roman, Jusque dans la terre, portait déjà dans son titre un lien avec cet élément-là, mais avec Jour de sang, j'ai eu l'impression que c'était aussi un roman qui luttait, qui essayait de faire prendre conscience aux individus à quel point on maltraitait cette terre, on maltraitait ce qu'il y avait sous nos sols, sous nos pieds, pardon. Et j'aimerais avoir votre avis, votre degré d'attachement finalement à cette terre qui se faufile sous nos pieds et qu'on maltraite chaque jour. Okay. So of course you do write about body and bodies, but there's also another aspect that I'm interested in. Um, when we read you, we feel a deep respect, a deep awe in front of the ground, in front of the soul, in front of earth, I would say, or all things earthly. Um, and this ground we are torturing, we are being disrespectful towards. And so I would like to know more about your degree of attachment to the soul, the ground, the earth. It does not sound very good in English. I'm sorry. It sounded great in French. I could pick a lot of it up there. It sounded beautiful. Okay. I think in art, someone pointed out to me after Follow Me to Ground had been published in, I think after it was published in America, people started saying to me, "Oh, you must have been influenced by bog bodies." So this is, in Ireland we have the bogs, which are these sections of earth where they're sort of like quicksand, for want of a better explanation. And people, prehistoric people, farmers, people died, have been asphyxiated, have suffocated in these patches of ground. And when I was presented with this, I said no, that had not been at the forefront of my thinking while writing the book at all, although it is so obvious that it was there again in my subconscious. So I think, I do feel that in so much as there is something as a soul, that it is tied to the rhythms of nature. I sort of believe in matter and energy as a base state for all sentient or organic things. And then, sorry, what was the second part of the question? What is your attachment to Earth, or to not Earth as a planet, but Earth as the ground below you or below us? Yeah, I think, just I feel that it's something that I sort of wanted to touch on relatively lightly in Better Days, because I didn't want it to be a work of eco fiction or anything like that, but just that the ground, be it, basic mud, soil, loam, it has this regenerative capacity, and it has this ability to nourish itself and to be dormant for a very, very, very long time. And that is something that I am very mindful of, that there is this huge amount of latent activity that can seem to have expired for a very, very long time, but it is nonetheless there. So that would be present in my thinking. En fait, quand est sorti Jusque dans la Terre aux États-Unis, je crois, quelqu'un m'a dit, mais en fait, vous parlez des box bodies. Alors, les box bodies, c'est les momies naturelles, qui est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs, dans un musée, notamment à Dublin. Mais c'est donc des gens à l'époque préhistorique ou même un peu plus récente, des fermiers, des paysans qui sont tombés en fait dans la tourbe et ont été momifiés naturellement. Donc
on retrouve leur corps des centaines ou des milliers d'années après, plutôt bien conservé. Mais en fait, quand on m'a posé cette question, j'étais assez surprise parce que, en fait, j'y avais pas du tout pensé, c'était pas du tout conscient, et pourtant, c'est une évidence que c'était là. En fait, c'est intéressant parce que c'est sûr, je suis très sensible au fait que dans les choses, il y a toujours, dans tout ce qui est vivant, il y a une sorte de logique biologique plus étendue, une énergie qui se dégage de tout. Mais il faut voir que quand j'ai écrit Jour de sang, je voulais pas faire de l'éco-fiction. C'était pas véritablement mon objectif, mais j'ai disons que ce qui était très important, ce qui reste important dans mon travail, c'est cette conscience que le sol sous nous, la Terre, au sens pas de planète, mais au sens de ce qu'il y a sous nous, a un pouvoir de régénération, c'est-à-dire la capacité de dormir, d'attendre et de revenir et j'ai cette conscience de ce pouvoir latent. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement bah, dans mon esprit quand j'écris. Et je lis un extrait par rapport à, j'espère que ce ne sera pas le même que Sue a choisi, par rapport à cette thématique. La plupart des gens considèrent la nature comme beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité, parce qu'ils la croient déterminée par les mêmes motifs grossiers et imparfaits qui contraignent la raison humaine. Ils voient partout des exemples d'erreur et de cruauté, là où il ne peut pas y en avoir. Ce qu'il faut plutôt chercher, la réponse la plus simple, le chemin le plus court. C'est, j'ai l'impression, Sue, que vous allez, et c'est ça qui est très intéressant dans votre roman, c'est que vous allez là où personne ne va. La gémellité, elle est totalement différente par rapport aux autres romans. La dystopie est totalement différente également. Le lien à la Terre est totalement différent là aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous jouez sur des thématiques qui sont entre guillemets communes, sauf que vous allez à contre-courant totalement. Et c'est ça que j'aimerais comprendre dans votre intention, dans votre écriture, dans vos choix, parce que vous êtes à part. Vous avez peut-être ce feeling, je ne sais pas, cette sensorialité peut-être sur la nature qui est différente de beaucoup d'auteurs. Et c'est ça que je trouve extrêmement singulier. Et j'aimerais que vous nous parliez de ces choix, parce que la vie est faite de choix. Et j'ai l'impression que vous faites des choix extrêmement forts au détour, pardon, de la fiction, vous faites des choix extrêmement forts. So I'm going to read a few lines, um, and I'm not going to read them because I don't know which part of the text Anthony picked, so I can't remember but anyway, um, in your novels, what I feel it's very unique about your work, the fact that some of your subjects or topics are now topics that are widespread or well known, like twins dystopia and or the ground, but your personal take on them is very unique and very radical. Um, you are like swimming in the river, but not in the way the river is going. And so you are very, very different from what we usually read. And I think you make choices and very radical choices in the way you do fiction. Can you tell us more about the way you make these choices? Et même, je rajouterais même, David, permets-moi, le lien à la mère, le lien maternel, Oh, lui aussi, est aussi différent. C'est ça qui est encore plus intéressant. and also the way you write about mothers and being a mother, having a mother. Uh, so not strictly motherhood, but it's more important, more general. Well, thank you so much for those incredibly kind words. I think it's such a generous reading of my work. I'm very, very, very grateful to you. I would say in terms of, it's something that my agent
my long-suffering agent and again Fiona, who was once my editor, before she left Penguin, they asked me a similar question, like why these choices? And I think I'm very guided by that Toni Morrison quote. Toni Morrison says she wrote Beloved because there was a book she wanted to read that wasn't written. Now that's butchering the quote. That is not verbatim. But at a certain stage with my writing, after I've been laboring over Follow Me to Ground again for like kind of 5 or 6 years, I would just think, what do I want to see on the page? I don't want to see this description of a sunset. I don't want to see this piece of dialogue about, heartache or conflict. It's like, what do I want to see on the page? And I forced myself to only put what I wanted to see on the page, line by line by line. And, it was often quite brutal and exhausting. And I think it's why, when I'm finished writing at the end of the day, I look like I've run a marathon or that I've been drinking for 10 hours straight. Like it is this sort of constant attention to desire, desire as a reader. And, I do have quite a particular taste when it comes to reading. And I think that's how that shows up in the writing process and in the finished version of the text. The writing about I'm so fascinated. Before I was not thinking about getting pregnant or nor was I pregnant when I wrote either of the books, but I've always been fascinated by the maternal relationship, and again just the bodily fact of it. And things like, after your baby is born, you hold their cells in your body for a long time. Just that corporeal fact is so interesting to me. And again, with Redder Days, I was thinking specifically of this atrocity we have in Ireland, the mother and baby homes, the Magdalen laundries, where women were brutalized and separated from their infant children and put to a kind of slave labor laundries. And again, and children were buried in mass graves, so these by the Catholic Church. So that's one aspect where where an external factor, pre-existing series of events informed my writing choices. But yeah, I hope is that enough, David? Do you think? Does that make sense? Yeah, it makes total sense. Merci beaucoup, Anthony, pour vos remarques qui sont très, très... Enfin, voilà, merci, je suis contente d'être ici. En fait, la question que vous me posez, c'est une question que mon agent et puis mon ancienne éditrice, Fiona, mon éditrice en anglais, me posait. En fait, finalement, ma démarche, elle est analogue à celle de Toni Morrison, qui, dans la préface de Beloved, son roman, disait, alors là, je vais vous citer, c'est pas du mot pour mot, voilà, que en fait, elle a décidé d'écrire ce qu'elle aurait aimé lire. Et voilà, donc moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que mon idée, c'est pas de, si je veux pas voir un coucher de soleil, je vais pas écrire quelque chose où il y a un coucher de soleil, mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'en fait, chaque phrase est difficile parce que je me bats dans chaque une phrase après l'autre, pour véritablement n'écrire que ce que je veux lire. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de la journée, quand j'ai passé ma journée à écrire, on a l'impression que j'ai fait un marathon, je suis complètement épuisé. Et c'est donc cette tension avec mon désir de lectrice qui est le moteur et la difficulté de l'écriture. Il faut voir que pour cette raison, ma manière d'écrire, c'est une manière qui est très, très informée par mes goûts comme lectrice. Et j'ai des goûts très, très étranges, en fait, très, très, très particuliers. Euh, et aussi, bon, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, je suis fasciné par le lien maternel. Alors, pas simplement le lien psychologique, mais vraiment le côté corporel de la chose, c'est-à-dire ce que c'est que de porter
faire naître un individu, l'avoir après, d'avoir le bébé contre soi. Faut voir aussi que, étant irlandaise, j'ai été très très marquée par les meurtres de Magdalene. Je sais pas si par là tout le monde, il y a eu un film qui a eu du succès en France il y a quelques années. C'est comment l'Église catholique a régulièrement en Irlande séparé de manière massive ce qu'on appelait dans le passé des filles-mères de leurs enfants et a tué des enfants en très très grande quantité, les a enterrés massivement, ce qui était vraiment un choc et un traumatisme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Donc dans la question de la maternité ou du lien maternel, c'est aussi quelque chose qui a un effet sur mon écriture. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant que Sue nous lise un premier extrait qui sera ensuite lu par David. Voilà, préparez-vous. Vas-y, David. So we're going to take a picture first. After that, we'll move to readings. It's okay. Okay. Et bien, c'est à Uh, Sue et ensuite à David. so Sue, you can read the Yeah. first pages you picked, and I will uh, read the translation after. Okay, cool. So this is from the first Anna section in the book. And I like to read this section because it sort of just gives it's very near the start, and it just gives a real sense for me of how she is experiencing her body and the world around her. Tonight my Hulk came close to me, close enough to set my skin prickling with the almost touch of her feathers, close enough that I felt lit by their high shine. The whole night might have passed this way, on my knees in the stream's cool water, spending time with my shapely, vicious bird. Another night I wished would go on and on, would see the sun relent the sky. But a hint of pale blue let me know she was coming, was set to spoil the night. Already, dawn was coming and I'd yet to check the shore. I'd been on my way there when I saw my hawk had landed, when I obeyed her, knelt. I stood up, and the water running down my shins caught the light off the sinking moon, turned the skin there silver. My hawk flew away as though the gleam had displeased her. Leaning forward, and for 1, 2 wing beats, her talons were dragging up the stream, and she was followed by a trail of sparkling water. I was still hot with being close to her and with rocking on my hand by the time I came to the shoreline. Hot with that ripe feeling, that swollen feeling, that means though I might look unchanged on the outside, inside I have burst. I'm full of seeds and juice. So when I first saw them, it was from inside my warm haze, and I was sure that I'd made them, that somehow they'd come out of me. Ok. Alors, j'ai décidé de vous lire le premier chapitre où Anna prend la parole. J'aime bien commencer par ce passage parce que ça permet de se rendre compte de comment elle expérimente le monde. Donc, euh, Jour de sang par Sue Rainsford, traduction de Francis Guèvremont. Ce soir, mon faucon s'est approché. Il est passé si près que ses plumes m'ont presque frôlé. J'en ai eu la chair de poule. Il est passé si près que leur éclat m'a illuminé. J'aurais pu rester comme ça la nuit entière, agenouillé dans l'eau fraîche de la rivière, en compagnie de mon oiseau, si joli, si cruel. Encore une nuit que j'aurais voulu infinie. Si seulement le soleil pouvait renoncer au ciel. Mais un pâle filet de lumière bleue m'a surpris qu'il viendrait encore tout gâcher, m'a appris qu'il viendrait encore tout gâcher. L'aube naissait et je n'étais même pas encore allé faire un tour sur la plage. Je m'y rendais quand j'ai vu mon faucon, quand je lui ai obéi et me suis agenouillé. Je me suis relevé et les rayons de la lune descendante se reflétaient sur l'eau qui coulait le long de mes jambes. Ma peau a pris la couleur de l'argent. Mon faucon s'est envolé comme si ses chatoiements lui déplaisaient.
La tête penchée vers l'avant, un coup d'aile, un deuxième, et ses serres qui effleuraient l'eau y creusaient un sillage scintillant. La chaleur qu'il avait communiquée ne s'était pas encore dissipée, l'oscillation qu'il avait imprimée à ma main n'avait pas encore cessé quand je suis arrivé au bord de la mer. De l'extérieur, rien en moi ne paraissait avoir changé, mais cette chaleur, ce sentiment prégnant, signifiait une rupture. J'étais pleine de graines, de jus, comme entourée d'une brume chaude. J'ai cru, quand je les ai aperçues, que je les avais créées moi-même, qu'elles étaient sorties d'entre mes cuisses. Mon ventre s'était rompu, j'en étais certaine, et mon plaisir liquide avait pris forme, flottait, s'agitait au gré des vagues. Merci à tous les deux. Alors, j'ai cru voir un tatouage sur votre bras, un tatouage avec un stylo plume, et j'ai cru lire aussi que Cohan écrivait tout simplement dans le roman, si jamais j'arrête d'écrire, cela signifie que la fin est proche. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que ne plus pouvoir écrire, est-ce que ça signifie que la fin est proche? So, Sue, uh, I see that you do have a tattoo, and it reminds me, and the tattoo is a pen, and I read in the novels that Cohen writes, the day I will not be able to write anymore, it will mean that the end is near. Is it the case for you, Sir Ransford? Is if you stop writing, does that mean that the end is near? Yes, yeah, definitely. Yes, it does. Yeah. I Oui, tout think à fait. C'est exactement ça. yeah, it's one of the biggest, one of the most primary parts of me. And I I don't know who I would be. I don't know how I would be without it. Oui, effectivement, effectivement, oui, je disparaîtrais. En fait, l'écriture, c'est la partie la plus importante de moi. Donc, bien sûr, je ne sais pas ce que je pourrais faire si je ne pouvais pas écrire. Si un jour je devais arrêter, et ben, je disparaîtrais. Très bien. Et on sent qu'il y a quand même que vous êtes une écrivaine prolixe, puisque vous avez parlé tout à l'heure de deux romans seulement publiés. Qu'en est-il des autres, finalement? Est-ce qu'ils vont être publiés ailleurs qu'en France? Et ensuite, potentiellement en France, puisque David a parlé tout à l'heure de deux romans seulement. Mais est-ce que l'aventure va continuer aussi au sein des Forges? Est-ce que c'est en voie de négociation? Est-ce qu'il y a un avenir sous Rainford en France aussi? Okay, so you write a lot. You mentioned that you've written or you are writing two novels and you already wrote two of them. What is the future holding? What holds the future? What does the future hold for Sue Rainsford? When are these novels coming out? Will they come out in France? Are you already in talks for publishing them in France? And so, what's next for Sue Rainsford? So I'm very hopeful that the novels I'm working on right now, I would love if they were published, if one or both of them was published in the next, gosh, like 2 to 5 years, I'd be thrilled. Like things really are, I think since COVID, things certainly in the UK, maybe less so in Ireland, in the UK where my agency is based, things are slow. Things are very, very slow. The nuts and bolts behind the scenes are slow. And that's not anybody's fault. It's just the way it is. But I would love if both of the novels, if they were to come out in, yeah, I think 2 to 5 years is maybe realistic. And then I have a book of short stories that I've been working on, sort of nursing for a very long time. I have a book of essays that I'm working on, ekphrastic essays, about the relationship between visual art and the literary text. I hope, in Ireland we have this amazing, our Arts Council is amazing. And for many years they've given me a bursary, which puts me in a position where I can work
full time as a fiction writer. So I would be very, very happy if a crystal ball told me that I would just get to keep doing what I'm doing with publication dates floating around in the near future. That would be thrilling. And I will work with David and Forge for as long as they'll have me. We will always be there for you. Thank you, David. Thank you. Oui, alors non, ce qu'il y a dans le futur pour moi, c'est que effectivement là j'ai deux romans sur lesquels je suis en train d'écrire. S'ils pouvaient sortir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je serais contente. Il faut voir que le monde de l'édition en Angleterre, sans doute en plus, enfin dans le Royaume-Uni, sans doute plus dans le Royaume-Uni qu'en Irlande, les choses sont très 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 lentes depuis la période du Covid. Donc, 2 à 5 ans, ça me semble assez réaliste comme horizon. Euh, donc, on verra. Et puis, je travaille aussi depuis un certain temps sur un recueil de nouvelles que j'essaie de fignoler au maximum, et aussi sur un recueil d'essais sur les liens entre les arts visuels, les arts plastiques et la littérature et la fiction. Il faut voir que moi, j'ai beaucoup de chance, et c'est une chance en Irlande, c'est qu'il y a un bureau du livre. Alors, je précise, c'est l'équivalent du Centre national du livre. Il y a un bureau du livre qui est très généreux, qui me donne une bourse qui me permet d'être écrivain à plein temps. Je sais que c'est assez fantastique. Et voilà, et je me consacre à plein temps à ce travail d'écriture. Et quant à David et les Forges, bah, tant que David et les Forges ont envie de travailler avec moi, je travaillerai avec David et les Forges et avec un grand plaisir. Et en effet, quand on a une telle pépite, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Ce que j'aimerais aussi aborder, c'est vos influences. On en a un petit peu parlé tout à l'heure et dans la discussion, certains s'interrogent puisque vous avez fait un petit teaser. Alors, j'ai quelques pistes sur vos influences puisque Michel Foucault apparaît en épigraphe. Est-ce que j'ai vraiment dit Michel Foucault? Oui, j'ai vraiment dit. J'ai eu un doute avec le présentateur télé. J'ai eu un gros doute. Oui, en épigraphe, mais je sais aussi que vous êtes attiré par les auteurs français, et ça, c'est peut-être plus surprenant. On pense à Delphine de Vigan, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, de ce que j'ai pu lire, qui apportent une touche poétique, un langage poétique. Alors, ce n'est pas forcément de la poésie pure, mais dans le jour de sang, il y a de la poésie, le langage est poétique, et il y a aussi de la poésie. On pourrait même qualifier ça de haïku parfois. Finalement, quel est votre lien avec la poésie, avec ce langage poétique que vous déversez dans Jour de sang, à travers parfois des horreurs, à travers un univers et un environnement qui n'est pas forcément très rose, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il est rouge, mais quelles sont vos influences? J'ai entendu parler aussi de Chandler, de Hammett, notamment pour le sens du polar. Et évidemment, Jour de sang est aussi un polar. J'ai l'impression qu'il regroupe tant de genres littéraires qu'il est indéfinissable. Mais quelles sont vos influences? Comment vous créez aussi en vous emparant d'autres auteurs? En tout bien, tout honneur, bien sûr. Um, So you are a gem, so we will be happy to have you keep on publishing in France. But let's come back to my questions. And my question is about influences. You did tease us because you're mentioning Michel Foucault, and at that point, Anthony started laughing because there is a TV show host who is named Foucault, but with a different first name, and he had a doubt if he actually said Michel Foucault and not another Foucault, but he did say Michel Foucault, so everything's all right. So you mentioned French writers like Delphine de Vigan, Beauvoir. You mentioned also poetry, and the way you write sometimes is close to the haiku genre. And your novel has something very horrific. It's not very light.
That means you do write about horrific stuff. You mentioned as well that you are a reader of Chandler, that your novel is a kind of crime story as well. So you have many genres in your novels. So what are your influences and what are your link with French writing, poetry, and crime stories? It's a lovely question. I think I've always read or tried to read very broadly. And now, I say now, like I have at the minute, I have a book that I read in bed. I have a book that I read at my desk. I have a book that I read while my toddler is reading next to me. I have a book that I read in the bath when I was breastfeeding. I had a book that I read when I was breastfeeding. I've kind of tried, and they'll often each be from a different genre. Something that suits that time of day. So maybe the book that I'm reading at my desk requires heightened focus and very and quite intuitive thinking. The book that I read in the bath is a book that just speaks to pleasure. The book that I'm reading with my toddler, it's for example, I'm rereading Maggie Nelson's Bluets with him right now because it's done in fragments, so I can see where he's done something to strike. I can find my place again very easily. Foucault, I read History of Madness when I was doing my MA in visual arts, and he talked about when they perform postmortems sorry, there's an ice cream truck in the background. I don't know if you can hear it. We're pretty sure that he sells drugs, but he's just going down the road at this time of day. He talked about performing an autopsy, a post-mortem, and that the cerebellum of a particular man was all twisted and dry, and that was a sign of madness. And that's something that I draw on kind of directly and Follow Me to Ground. And, then I read Testo Junkie by Paul B. Preciado, which is picking up where Foucault's History of Sexuality sort of leaves off. Simone de Beauvoir was so integral to me when I was writing Follow Me to Ground. She really, and Kristeva, they both, the sort of the poeticisms and the lyricisms and the visceral language that they sort of fuse their critical texts with were very, very formative to me. And the idea that these critical texts can not only speak to the body, but feel to be written from the body as well. So yeah, I certainly owe a huge debt to that particular brand of that school of feminism. My early writing is very indebted there. Alors, depuis mon enfance, je lis tout. Je suis une lectrice avec une pratique de lecture extrêmement étendue en termes de genre. Et puis, j'ai toujours plusieurs livres en cours de lecture. Presque dans tous les lieux où je suis, tous les lieux de la maison, il y a des livres. C'est-à-dire, il y a les livres qui sont dans la cuisine, le livre que je lis à mon bureau, le livre que je lis dans mon bain. Quand quand je donnais le sein à mon fils, j'avais un autre livre. Et en fait, en plus, c'est des romans ou des livres de genres très, très différents. Certains sont là pour nourrir mon esprit, d'autres pour m'apporter du plaisir. En fait, je me souviens par exemple, quand je faisais mon master d'art plastique, d'art visuel, d'un cours où on parlait d'un post-mortem, d'une autopsie, et qui était comme une sorte de métaphore de la folie, c'est-à-dire de voir un corps sec et distordu, c'était une métaphore de la folie. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Foucault et son histoire de
de la sexualité. Et puis, deux autres lectures françaises francophones qui m'ont beaucoup marqué, c'est Simone de Beauvoir et Kristeva. Alors, c'était surtout au début de mon travail, quand c'était le travail sur Jusque dans la Terre, parce que ce qui m'intéressait chez ces autrices, c'est un côté un peu viscéral, le fait qu'elles écrivent de manière viscérale dans des textes théoriques. Et ça, c'était quelque chose qui m'a frappé. C'était des textes qui parlaient du corps, mais qui en parlaient avec le corps, et les idées venaient du corps. Et voilà, donc toute cette école féministe était très très importante pour moi, m'a beaucoup formé au début de ma démarche et de ma carrière d'écrivaine. Je rebondis sur la question que je donne à chaque auteur sur l'auteur méconnu qu'ils aimeraient faire découvrir, qu'ils aimeraient ressortir des cartons, du fond de chaque maison d'édition. À qui a pensé Sue pour cette question? Quel est l'auteur méconnu qu'elle aimerait, ou l'autrice, je pense que ce sera une autrice, quelle autrice méconnue elle aimerait partager avec nous? So this is a question I direct to all the people taking the stand here. Can you tell us the name of a lesser known writer, a writer that maybe has been published but is not read anymore or anything, or deserves more recognition? Yeah. Give us a name. So I feel I've been recommending her for a long time, and I do think she's getting close to the level of acclaim she's due now. But Banu Kapil, so Bhanu, last name Kapil. So she's a British Indian author, and she writes highly bespoke, hybrid, somatic texts, often broadly to do with the long-term aftermath of the partition of India in the immigrant body. She won the T.S. Eliot Prize and the Wyndham Campbell Prize for her poetry, and that's turned her into something of more of a household name. But she has this amazing backlog of texts, including Incubation of Space for Monsters, which was actually re-released quite recently. But if you were to even listen to her interview that she gave with David Naiman on Between the Covers, the Tin House publisher podcast, there's a transcription of the interview as well. I think that people, would get so much just out of that interview, and just the way she speaks, and this sort of fusion of the body and fusion of life with literature. And she's incredibly generous as a speaker and as an interview subject as well. Alors, bon, la personne dont j'en parle tout le temps, et elle commence, enfin, elle est déjà reconnue, mais elle mériterait de l'être encore plus. C'est Capel. Capel, c'est une autrice qui est indo-britannique, qui a écrit notamment après sur la partition de l'Inde, c'est-à-dire en fait la partition du Pakistan et du Bangladesh. Elle a gagné le T.S. Eliot Prize, donc c'est pas non plus quelqu'un de complètement inconnu, mais elle mériterait d'être encore plus connue. C'est une poétesse aussi. Elle a été republiée récemment. Alors, et là, c'est une intervention de David, c'est que je ne connais pas cette autrice. Donc voilà, j'irai chercher, dès que cet entretien sera fini, j'irai Elle n'est pas chercher. traduite, elle n'a pas été traduite en France en tout cas. Alors, Anthony nous dit qu'elle n'est pas traduite. Donc, mais si ça vous intéresse, on peut trouver en ligne un entretien qu'elle a donné dans le cadre d'une émission qui s'appelle Between the Covers, c'est-à-dire entre les deux couvertures d'un livre, avec David Newman, où elle donne, c'est une bonne introduction à son œuvre. C'est une œuvre très puissante sur le lien entre le corps et la vie. Et puis, c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup d'éloquence et de générosité de son travail. Donc, regardez ce que vous pouvez trouver en ligne. And one remark, Sue, Capel is not translated into French. So I will take a look at it right after this discussion.
I just want to say, David, as well, I saw someone in the chat mentioned Annie Ernaux, and I just wanted to say that I forgot to mention that A Frozen Woman was a huge text for me when I was working on Follow Me to Ground as well. And there's an Irish academic called Siobhan McIlvany who wrote her kind of PhD thesis on Ernaux. And I remember finding that in a bookshop called Books Upstairs in town. And again, it really had it had a huge impact on me at an early stage. And I've been trying to translate some of Ernaux just for myself as a kind of fun project to hopefully improve my French long term as well. D'accord, ok. Oui, en fait, alors là, j'ai besoin de votre aide parce que je crois que je... Ah oui, voilà, c'est Banu Kapil. J'ai trouvé un texte sur... Ah, I'm sorry, Sue, I think I lost something there. So what did you find in a bookshop? In a small bookshop in town called Books Upstairs in town here in Dublin. It was like a publication of a PhD thesis on Ernaux. Ok, ben, j'ai trouvé dans une bibliothèque, enfin, un peu pas une bibliothèque, pardon, une librairie à Dublin, une thèse en français sur elle. Donc voilà, ça pourrait être l'occasion de travailler un peu mon français. Voilà. Très bien. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, excepté ma remarque tout à l'heure sur le tatouage, c'est Kohan. Kohan, c'est quand même un personnage extrêmement important puisqu'on a l'impression que dans chaque catastrophe, l'humain arrive toujours à détourner un petit peu, à détourner les sphères de pouvoir, à arriver à essayer comment dire, de maintenir sous son autorité les autres et à les rendre plus malléables. Puisque Cohen, c'est un élément important, c'est un personnage important parce qu'il a un journal, et ce journal est décrit tout au long du livre. Alors, c'est un journal très littéraire, pour le coup, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et pour quelle raison il n'est pas tout simplement un journal, entre guillemets, extrêmement simpliste? Pourquoi avoir décidé de le rendre littéraire là aussi? J'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là. Alors, certains, vous verrez si Cohan est un bon personnage ou un mauvais personnage, ça, vous verrez plus tard. Mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là et de son implication dans le récit, notamment à travers ce journal. Okay, so there's one character we mentioned, but we did not get into it. It's Kohan. So he's basically it's a way to show that even after a terrible event, mankind is still able to create power, and you will always find people able to shape or influence others. And Kohan has a diary, but his diary is not a factual diary. It's quite literary. So why is it literary and not factual? And so readers will see if he's a hero or a bad guy. But I would love you to tell us more about his part in this story. So Cohen is a man who is sort of due to his profession, as sort of an anthropologist. He is sort of at the forefront of this disaster that he sees, that befalls society at large. So he is somebody who, up until then, hasn't necessarily had a tremendous amount of power. He's had a certain amount of power within the small conclave of his working environment, but he's someone who is sort of radicalized by what happens, in that he's someone who sees himself as being quite liberal and being quite egalitarian, but sort of when push comes to shove, he is not, he latches onto this new world order, for want of a better term, and he thrives in this sort of staggered and traumatized place.
and all of the bigotries that he had, that maybe he was working hard to suppress, are flourish, come up to the surface. And so I would say his diary isn't necessarily factual, it's more literary, because he's telling himself a story about himself. Even in this most personal document, he's telling himself a story about himself. And he is a narcissist, so he's very much hoping that this will be read. Of course, the person who ends up reading it is Anna, and her worldview does not really allow for this story that he's telling himself about himself. So that's, you know, and I don't mean to say that he is by any means a straightforward villain. I think he's a type of person that certainly I know, and that I imagine, you know, lots of people know. But my interest in writing him was sort of to analyze and implode this idea of somebody who is sort of going about their day-to-day lives with a certain idea or vision of themselves. And when there's a grand change in their surroundings, how they can shapeshift. En fait, c'est une sorte d'anthropologue. C'est un personnage qui est obsédé par... en fait, quand il y a cette nouvelle organisation du monde qui se met en place, et en fait, lui va s'épanouir dedans d'une certaine façon. C'est-à-dire que il a certes euh, d'une certaine façon des penchants politiques particuliers, mais il va vraiment s'épanouir dans ce nouveau monde. Et pour revenir à votre question sur pourquoi il tient ce journal, c'est qu'en fait, dans ce journal, si ce journal a une forme si particulière, c'est que dans ce journal, il s'adresse surtout à lui-même. C'est un personnage narcissique, mais il s'avère que c'est finalement le personnage d'Anna qui va lire ce journal. Et voilà. Alors c'est pas un vilain au sens classique, et voilà, c'est pas. Mais parce que mon souci, c'était pas d'en faire particulièrement un antagoniste du récit, mais plutôt c'était d'analyser concrètement au quotidien la vision de soi que pouvait développer ce type de personnage dans ce type de situation. Très bien. Avant que vous nous lisiez un deuxième extrait, Sue, j'aimerais que vous envisagiez l'avenir. Et je pose cette question aussi à chaque auteur. Comment vous voyez votre monde finalement en 2074, dans 50 ans? Comment imaginez-vous ce qu'il se passe autour de vous? Est-ce que comme Franck Thomas qu'on a reçu il y a quelques jours, disait que finalement, le livre était 2074. Son livre, son roman a été 2074. Est-ce que pour vous aussi, Jour de sang pourrait ressembler à 2074? So, Sue, it's the second question I do direct to all my attendees. A few days ago, we had a writer at Les Forges de Vulcain called Franck Thomas, who came to promote his book, and he said that if his novel is about 2074. So basically, when asked what do you see in 2074, he answered, well, my novel is about 2074. But is your novel, Redder Days, about 2074? Will 2074 look like Redder Days? When I wrote Redder Days, I imagined it as being a lot closer than 2074, like maybe what year are we now? 2024. Yeah, I was kind of thinking anywhere from 2030. Okay. But good to know. I know, yeah. But I think by 2074, I imagined that there could be certain similarities to the intellectual and physical terrain of Redder Days, and that I imagine our spheres of interaction both
cyber and actual, I imagine that they will reduce somewhat. And I think that information might actually become more rarefied again, and carry more of a value again. Not that knowledge doesn't have value now, but that we have this sort of instant access and kind of piecemeal relationship with knowledge, you know, that we can look anything up at any time and get sort of a general overview at any time. And I imagine that something will shift, that I don't know how good a thing or how bad a thing it will be, but that knowledge will be more rarefied again and carry a different kind of value again. Alors, quand j'ai écrit Jour de sang, en fait, je ne le situais pas du tout dans un futur aussi lointain. Je le plaçais sans doute vers l'horizon 2030, un horizon beaucoup plus près. Mais effectivement, si je dois me projeter en 2074, je dirais qu'il y aurait sans doute des similarités entre le monde de mon roman et le monde de 2074. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que s'il fallait se projeter, je dirais que je me demande si le statut de l'information aura pas changé et si l'information ne sera pas revenue à une forme de petite rareté, parce que c'est quelque chose de très particulier dans notre monde actuel, c'est que on a un accès instantané, permanent à l'information, mais je pense il y a la possibilité quand même d'un changement, de revenir à autre chose, à une information plus rare, plus directe peut-être. Je ne sais pas si ce changement sera bon ou mauvais, mais je me dis que c'est un changement possible. Eh bien, parfait. On va y croire alors. Eh bien, c'est le moment du deuxième extrait, Sue et David, pour terminer cette rencontre, sauf si certains ont des questions. We are almost done, but now we are going to read a few pages from your novel. Are you up for it, Sue? Yes, of course. Yeah. And just before I read and before we say goodbye, I'll just say again, merci beaucoup, merci à vous. So, Thank you so much. Okay, so David, you know, you're good? yeah, I'm good. So this is again another Anna section. And I feel like Anna, as the years go by, Anna is the sort of enduring voice for me of the book. When I was writing the book, Matthew was the enduring voice, and Matthew was who I heard in my dreams. And now, as the years go by, it is Anna. I'm sure it'll shift and change again, but I'll just read the short section. I read the first section because I think it gives a sense of how she views her body and her environment, which is very important to the book. And then this section is how is the ideology that has sort of been draped over the twins from a young age. So it starts with a line from Cone talking about Anna and Adam's mother, Ula. Your mother thinks about herself and no one else. That woman lives her life with her tongue on fire. Probably mother'd laugh if she knew he talks about her so often, but it gives me a cornered feeling. Mouth gagged, ankles tied. Same trapped feeling as when we had our lessons. Hours and hours of sitting and singing, not allowed to get up or walk away. One lesson after another about storm, about red, the red spectrum and its every variation and kind. Reciting an order of frequency and intensity, which was the most startling, which more likely to spread, which the more ominous sign. What reds are weak reds? Crimson, carmine, scarlet, puce. What reds are hurtful reds? Vermilion, ruby. What reds are carnal? Cochineal, cerise, and sanguine. On and on, reciting patterns and shades like he was trying to plant dreams inside our heads, like he wanted to know what we were seeing, even while we slept. One of the first things we learned, Red Man's Call, how a body wears its red. Cone said it shows where your body betrayed you to the world, those places where the flesh is weak, is aperture.
Alors, avec le temps, c'est vraiment le personnage d'Anna qui devient le personnage qui me marque le plus dans mon propre récit, mais peut-être que ça changera encore. Alors, tout à l'heure, je vous ai lu un premier passage qui était vraiment sur le corps d'Anna, son rapport à son environnement. Et là, d'une certaine façon, c'est plus sur les idées, sur l'idéologie qui structure ce monde. Ta mère, elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense jamais aux autres. Elle vit sa vie comme si sa langue était en feu. Elle se serait marrée, je parie, si elle avait su qu'il parlait tout le temps d'elle, comme ça. Mais moi, ça me donne l'impression d'être acculée au pied d'un mur, d'être prise au piège, bâillonnée, ligotée. Exactement la sensation que j'avais quand il me donnait des leçons. Passer des heures et des heures assise à chanter sans avoir le droit de me lever ou de partir. Une leçon après l'autre sur tempête, sur le rouge, les différents tons de rouge, les différentes variations, récitées par ordre de fréquence et d'intensité, lequel était le plus improbable, lequel se propageait le plus rapidement, lequel était le plus inquiétant. Quels sont les rouges faibles? Cramoisi, carmin, écarlate, grenat. Quels sont les rouges dangereux? Vermeil, rubis. Quels sont les rouges charnels? Incarnat, cerise, sanguin. Et ainsi de suite. Coloris, teintes, nuances, comme s'il essayait de nourrir nos rêves, comme s'il voulait savoir ce que nous voyions pendant notre sommeil. Une des premières choses qu'il nous a apprises, reconnaître comment le rouge se présente dans la chair, la membrane de l'homme rouge. Selon Cohan, c'est par elle que le corps se trahit, par elle que la faiblesse devient visible, c'est l'ouverture. Merci, merci à tous les deux. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des animaux, du monde animal, mais ça donne pas envie d'avoir un chat, concrètement. Il y a des passages qui, clairement, ne donnent pas forcément envie d'avoir des animaux de compagnie. Et, et en effet, ça peut être considéré comme un roman anti-animal de compagnie. C'était pour la petite touche d'humour finale. Oh, so one last joke. There are many things we mentioned about, we discussed about your novel. We are short on time and we cannot discuss cats and pets. But when someone reads your novel, someone loses the desire to have a pet. And so I'm sorry, that was an unexpected collateral damage. I hadn't anticipated that at all. je suis désolé de cet effet collatéral qui n'était pas mon objectif. J'imagine. Il est temps de vous remercier tous les deux. Merci infiniment, David et Sioux. Je vous conseille évidemment Jour de sang, qui sort donc dans 8 jours en France, qui est déjà sorti il y a quelques années outre-Manche. Et on a la chance d'avoir une telle autrice et on est ravis que les Forges, que surtout les Forges, aux Forges de Vulcain, puissent éditer ce texte-là et le dernier. Donc merci David de nous faire partager aussi ces auteurs et ces autrices étrangères qu'on connaît moins et qui forcément sont différents, singuliers. Et on adore, en tout cas, moi j'adore ces voix littéraires que tu nous apportes d'année en année. Merci à tous les deux. Merci infiniment, Sue. So thank you so much, Sue, for everything. The novel Redder Days, Jour de Sang, comes out in 10 days or so, in 1 week or so, 1 week, in 1 week. It's a wonderful novel. It is unique. It is with a very specific voice. And thank you so much for Les Forges de Vulcain for publishing these foreign voices that are so singular. And thank you, everyone. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. Au revoir tout le monde. Merci Au à revoir tout le monde. Bye. Merci à tous les deux. Bye. Bye.